Mes chers collègues, nous avons encore 3 questions. Nous pouvons les prendre une après l'autre. Donc, je commence par Michel Martinez. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, dans le cadre des débats relatifs à l'économie de guerre, il est souvent fait mention à une prétendue BITD européenne. Il est incontestable que des entreprises ou des programmes menés par plusieurs pays européens sont des réussites. Ils ne se limitent d'ailleurs pas à une seule Union européenne. Je pense notamment à la société MBDA, symbole de la coopération de défense entre le Royaume-Uni et la France. Le constat est cependant cruel pour les admirateurs d'une soi-disant Europe de la défense. L'Allemagne, notre principal partenaire commercial, n'est que la 16e client de la France en matière d'achat d'armement derrière la Macédoine. Les programmes SCAF et MGCS menés conjointement avec ce pays sont par ailleurs enlisés. La plupart des États membres de l'UE achètent américain et ne se soucient guère d'une quelconque préférence communautaire. Messieurs, en quoi peut-on parler d'une BITD européenne qui, pour reprendre une célèbre formule, ne mène à rien et ne signifie rien? Je vous remercie. Merci. La parole est à Carole Colombier. Caroline, mais ça va très bien, Carole. Pardon, Monsieur le Président. Merci. Messieurs, le développement d'une économie de guerre en temps de paix a pour but d'équiper massivement et rapidement nos forces en début de conflit. Plusieurs options sont possibles. Tout d'abord, produire les quantités massives d'armement, mais cela génère d'importants coûts liés notamment au stockage et nous n'avons pas les moyens. Une seconde option consiste à disposer d'importantes capacités de production, mais cela représente un pari financier trop risqué pour nos industriels qui ajusteront toujours leurs outils de production en fonction de la demande actuelle. La dernière option, dont se fait l'écho divers médias spécialisés, est le socle défense. Il s'agit de passer d'un système d'achat à un système de location de l'ensemble des équipements majeurs supportés par une unique société de projet à même d'absorber les risques d'attrition. L'étalement des coûts de location libérerait des marges d'investissement pour les armées et l'équipement en fin de location serait vendu à des pays émergents en quête de matériel d'occasion. Le financement de cette société serait assuré par une souscription populaire du type livret A défense, ce modèle qui permettrait de fournir davantage d'équipements à nos forces et d'augmenter les capacités de production de nos industriels sans aggraver les finances publiques ne serait-il pas justement le meilleur instrument pour relever le défi de l'économie de guerre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Stéphanie Galzi. Ah pardon. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci pour votre présence ce jour face à la représentation nationale. L'économie de guerre, un concept souvent théorisé mais rarement compris dans toute sa complexité, est un sujet de préoccupation majeure dans notre contexte géopolitique actuel. La montée des tensions internationales et les conflits en cours, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, ont poussé de nombreux pays à réévaluer leurs dépenses militaires et à mobiliser des ressources économiques conséquentes pour soutenir leurs efforts de défense. Alors, ma question est ici multiple. Comment l'augmentation des dépenses militaires et la mobilisation des ressources économiques pour soutenir l'effort de guerre affectent-elles l'équilibre macroéconomique et la stabilité financière à long terme, notamment en termes de dette publique et d'inflation? Quelles mesures peuvent être prises pour atténuer ces impacts négatifs tout en assurant la sécurité nationale? Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. Je vous passe la parole, messieurs. Alors, je vais prendre la BITDE et je laisserai les autres sujets beaucoup plus techniques à mes collègues bien plus qualifiés que moi sur le sujet. Effectivement, l'Allemagne achète peu d'armement à la France. Et de son côté, la France achète aussi assez peu d'armement à l'Allemagne. Et dire que la BITDE n'existe pas, c'est à mon sens faire l'impasse sur un certain nombre de projets qui fonctionnent et que la France a quitté. Puisque l'avion de chasse européen, il existe. C'est l'Eurofighter. Quand bien même, il est, certains diront, différent, inférieur, ou que sais-je, au Rafale. Le blindé européen existe. C'est le Boxer, que la France a quitté pour faire le VBCI, là où la France a quitté l'Eurofighter pour faire le Rafale. Ce qui fait que, en fait, ces projets-là existent. Ils existent, ils fonctionnent dans la mesure de ce qu'on leur demande. Donc la BIT2, elle est en voie d'existence. Elle est en voie d'apparition plutôt qu'en voie d'extinction, j'ai envie de dire. Maintenant, oui, c'est un sujet extrêmement difficile. Pourquoi la Pologne a acheté
aux Américains et aux Coréens. D'abord parce qu'elle a acheté à qui pouvait lui fournir rapidement ce dont elle avait besoin. Quand vous achetez 1000 chars, que vous avez un conflit de haute intensité à vos frontières, et que la production annuelle de l'Europe entière en termes de chars, c'est 50 unités, vous ne pouvez pas attendre que vos citoyens, les citoyens polonais, n'auraient pas compris que la Pologne achète des chars sur 15 ans pour avoir son comptant, sachant qu'il fallait aussi remplacer tout ce qui avait été donné aux Ukrainiens. Idem pour les canons automoteurs. Pourquoi la Pologne n'a pas acheté de César ? Bon, déjà parce que César n'est pas ce qu'elle a acheté, mais surtout parce que la seule entreprise qui produisait ces genres de systèmes a une cadence de production qui est d'une 30aine par an. Ils en ont acheté 1000. Donc ces questions-là nous interrogent déjà sur l'état de nos industries respectives. Maintenant, le fait est qu'on a un énorme problème d'entrisme de la BITD américaine sur nos territoires, que vous avez d'importants débats en ce moment sur l'argent européen qui doit financer l'achat d'armement européen, mais que l'idée d'armement européen varie selon les acteurs. Des acteurs comme l'Allemagne auront tendance à parler d'armement européen à partir du moment où il est fabriqué en Europe, là où la France aura tendance à parler d'armement européen à partir du moment où il est développé en Europe. Et sur cette nuance-là, il y a une vigilance de tous les instants à avoir pour éviter justement de tuer, à mon sens, l'embryon de BITDE qui s'est créé. Et je parlais des projets que la France a quittés, mais il y a aussi les projets dans lesquels la France est toujours. Que ce soit les projets via MBDA ou même des projets plus ambitieux comme la 400M. Merci. Vous avez d'autres prises de parole, peut-être ? Juste sur cette question, très rapidement, il y a un sujet hyper intéressant, à mon avis, c'est la logique de la coopération. Et c'est, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est Marc Chassian qui m'a dit ça un jour. Il a dit, la coopération, est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est un moyen ? Et en fait, est-ce que l'objectif, c'est de coopérer, pour dire qu'il faut qu'on coopère ? Ou alors, est-ce que c'est un moyen de partager les coûts, de partager de la production ? Et on voit bien qu'en fonction de la réponse à la question, l'ambition industrielle, quelle qu'elle soit, elle ne sera pas la même. Et donc, vous évoquiez MBDA, je suis d'accord. Là, on a un projet de coopération européenne qui a bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné parce qu'il y avait une volonté politique d'alignement donc sur un besoin qui était relativement commun. Chaque pays n'a pas multiplié les spécifications, de sorte que quand on a des projets en commun, typiquement l'hélicoptère Tigre de combat, où en fait les Allemands voulaient un projet différent des Français, ou sur la répartition des work packages, de qui fait quoi dans le projet. En fait, quand on est aligné, ça marche mieux. Et donc les spécifications du besoin, et en général, ça marche bien, et ça a été le cas pour MBDA, si on a un programme en commun d'acquisition. Ça donne de la visibilité industrielle et ça lui permet de planifier les investissements qu'il va devoir consentir pour faire ça ensemble. Donc, en gros, la feuille de route, elle est assez claire. Après, effectivement, le sujet, c'est plutôt, en gros, chaque pays aura une tentation d'un retour national, et c'est bien logique, puisque quand on investit beaucoup, on a envie que l'argent revienne sur le territoire national. Donc, la difficulté ici, c'est que il y a l'articulation entre ce qui doit être décidé par une instance supérieure et ce qu'on fait au niveau national, elle est loin d'être évidente. Et on voit bien que la Commission européenne ou un certain nombre d'instances, elles essaient de proposer un certain nombre de choses pour aller plus loin dans cette articulation, mais ce n'est pas toujours très efficace, et en tout cas, les États membres ne sont pas toujours très allants par rapport aux propositions qui sont faites. Relativement à la dernière question que vous avez posée sur les effets économiques des dépenses militaires, c'est un sujet... En fait, j'ai fait ma thèse dessus, donc je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais je pense qu'on risque les turpitudes de la vie risquent de nous rappeler qu'il faut les manger aussi. Et donc, il y a un effet... En fait, globalement, si on raisonne en termes de circuit économique, vous dépensez dans la défense. Si vous êtes Keynes, en gros, c'est pas différent de n'importe quel type de dépense, ça va soutenir l'activité économique, ça va générer des retombées positives. La question, c'est que est-ce que ces retombées positives, elles vont être plus fortes ou moins fortes que les effets que vous évoquez, les effets négatifs potentiels de l'endettement ou des effets inflationnistes. Globalement, les travaux qui existent dans la littérature pour la France, dont j'ai pu en contribuer, montrent qu'il y a un effet positif
mais que cet effet positif, il transite par, en gros, pas de fuite dans le circuit. Quand on dépense, l'État dépense, la DGA achète, elle achète avec des entreprises françaises, avec une chaîne de sous-traitance française. Donc en fait, on va pas soutenir des plans de relance à l'étranger. Donc ça, c'est un point positif. C'est un aspect, même si c'est un petit secteur économique, Léo l'a rappelé, en fait, ça concentre beaucoup de potentiel en termes de recherche et développement. Donc là, il y a un faisceau d'indices qui nous dit que c'est positif. Ça ne veut pas dire que les effets que vous évoquez en termes d'inflation n'existent pas. On l'a vu dans un certain nombre de pays. Aux États-Unis, c'est très compliqué. L'épisode d'inflation a complètement rogné l'efficacité des firmes américaines. Donc, en lien avec ça, si jamais on veut faire en sorte que cette dépense soit aussi efficace, dans une optique, en gros, trajectoire budgétaire planifiée, en fait, il faut offrir de la visibilité pour éviter des à-coups qui seraient en fait un excès de demande. Dans une logique purement économique, ça veut dire une augmentation des prix. Et ça, c'est ce qu'on cherche à éviter. Donc, il faut avoir une trajectoire crédible avec l'outil productif, crédible avec des horizons d'investissement qui sont, évidemment, tout à l'heure on parlait de la relocalisation des activités de poudre à Bergerac, ça ne va pas se faire en un clin d'œil, ça va prendre 1-2 ans, forcément. En attendant, comment on fait? C'est quoi les enjeux d'approvisionnement? Mais il faut avoir une trajectoire de long terme avec de la visibilité, et les industriels savent faire. C'est par définition leur métier. Voilà. Je vais répondre à la deuxième question sur la question de moyens de location, d'avoir une sorte de leasing d'équipements militaires pour cette trivialité. Alors en fait, ça existe déjà. Puisque la France y a recours notamment pour les moyens de transport stratégique à longue distance. Il y a eu également des développements notamment en matière de formation de pilotes de chasse, mais également de pilotes d'hélicoptères avec l'école du Luc dans le Var. Donc il y a des expériences qui ont été faites. Donc petit à petit, on rentre un peu dans cette logique-là, dans une logique en gros de partenariat public-privé, tel celui de l'Hexagone Ballard. Alors, ceci étant posé, ce sont des perspectives qui sont très intéressantes parce que ça permet de ne pas avoir à débourser en fait un coût d'acquisition du capital immédiat. Après, c'est un certain nombre de limites de manière assez rapide. C'est qu'il faut bien évidemment regarder sur le coût global, sur la durée en fait de location, à combien ça nous revient in fine. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire mieux finalement en gardant en interne la gestion de ces moyens? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on est bien évidemment sur des capacités qui sont dans des environnements hostiles. Donc c'est la question du risque, du partage du risque qui assurerait en fait les risques qui sont inhérents non seulement aux dommages que peut subir les matériels, mais éventuellement les dommages que peuvent subir les opérateurs, les soldats, qui utiliseraient ce matériel. Donc on voit bien que sur cette dimension du risque, on a à un certain moment une certaine limite qui se pose. Et après, c'est la question de la disponibilité. Si on met en commun des capacités et qu'à un certain moment on a des priorités, comment on en fait? Ceci étant posé, moi je pense que c'est une véritable réflexion à avoir sur les modèles d'affaires. C'est-à-dire d'ailleurs qu'on en parle beaucoup de la réflexion sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles capacités, mais c'est également une réflexion à avoir sur les modèles d'affaires, parce qu'on ne peut pas penser en fait nos processus d'acquisition de manière un peu différente. Là encore, le ministre des Armées et des Anciens Combattants, Sébastien Lecornu, l'a dit à l'occasion de son discours le 24 octobre dernier à la DGA, où il dit qu'il faut avoir des capacités notamment d'achat sur étagère. Je pense qu'on peut aller plus loin dedans, et je pense que c'est effectivement une piste qui est intéressante, notamment celle que vous avez évoquée sur le fait de se séparer à mi-vie de matériel et d'avoir une espèce de marché de l'occasion. Alors, sauf que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Alors, ça existe sur le marché de l'occasion, il y a des choses à faire et bien évidemment un certain nombre de contraintes. Après, on arrive à un certain paradoxe, c'est-à-dire que si je prends juste un exemple d'une durée de vie en service d'un matériel, on va dire de 40 ans, c'est-à-dire qu'à mi-vie, il faut que dans une vingtaine d'années, on s'en dessaisisse. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que l'on commence à penser et à mettre en place dès maintenant un système de conception et de production du matériel qui va prendre la suite. Est-ce que ce matériel va s'inscrire, on va dire, dans le design, dans l'architecture de ce système-là, ou bien est-ce que ça va être la next gen, c'est-à-dire la prochaine génération? Et on voit que là, on a effectivement, c'est ce que j'avais souligné, une sorte de hiatus entre une accélération un peu des cycles technologiques et puis une durée de vie de plus en plus longue. On allonge la durée de vie des équipements militaires. Alors c'est faisable, mais en fait, il y aurait un coût d'entrée, c'est-à-dire qu'il y aura un coût en fait, d'acquisition capitalistique, là, en l'occurrence, qui serait assez important.
Mais maintenant, mais très sincèrement, je pense que sans l'écarter, lorsque l'on parle d'innovation, je pense que l'innovation des processus d'acquisition est le fait de penser différemment et de regarder ce que peuvent proposer effectivement des sociétés sur des capacités de mise à disposition de matériel. Je pense que ce sont effectivement des possibilités à étudier pour sortir de la logique patrimoniale en fait, qui prévaut en acquisition d'équipements militaires. Merci beaucoup, messieurs, pour vraiment cette audition très, très intéressante qui nous a permis d'aller en profondeur dans les choses et puis d'être un peu bousculés. C'est très bien aussi parce que c'est nécessaire. Et puis, ça va nous aider dans la suite des auditions. Mes chers collègues, merci à toutes et à tous pour votre présence et pour vos nombreuses questions. À plus tard.